Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 13h de la télévision nationale. Les titres de l'édition, c'est officiel, l'accréditation de l'ambassadeur de la Guinée en France auprès du prince Albert II de Monaco, Sékou-Sil, a récemment présenté ses lettres de créance au souverain de la principauté. Et puis en plus de la récente signature de partenariat avec le groupe Natafine, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a scellé un nouvel partenariat avec la structure TechPro, principale piste de collaboration, explorer le transfert de compétences sur le renforcement de la mécanisation. Enfin, page noire, disparition d'Amadou Bakayoko, icône de la musique africaine du Mali. Le musicien légendaire a tiré sa révérence ce vendredi à Bamako. Il fut un maillot essentiel du duo Amadou et Mariama. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue dans ce trésor. Tout d'abord, gestion des déchets solides. La professionnalisation est non négociable. Elle se formalise à travers le secrétariat technique du comité interministériel. Les acteurs se retrouvent à la primature pour la 3e session. Il est question d'évaluer les prestations des collectivités et PME de collecte. L'approche devrait déboucher sur des solutions immédiates avant la saison des grandes pluies. Ousmane Bangoura. Au Palais de la Colombe, la problématique de la gestion des déchets solides est un débat. Ici, cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Ouriba et l'ensemble des parties prenantes se concertent avant l'arrivée des premières pluies. L'objectif est d'évaluer les mesures les plus urgentes à mettre en œuvre tant auprès des collectivités que des partenaires afin d'apporter des solutions durables. L'assainissement de la ville de Conakry tient à cœur le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Et le Premier ministre en a fait un cheval de bataille. Nous avons également d'autres démarches à faire. Il s'agira dès la semaine prochaine de tenir la 2e rencontre avec les présidents des délégations spéciales de Conakry, les 13, pour encore voir les moyens mis à leur disposition, comment rendre plus efficace et efficient, n'est-ce pas, les travaux, mais également essayer de voir comment il faut améliorer davantage et comment il faut, n'est-ce pas, procéder à l'intercommunalité des différents efforts. Nous voulons effectivement que ces communes travaillent, mais nous voulons également aborder la problématique des PME à la base. Parce qu'il faut noter que l'assainissement, c'est toute une chaîne. La pré-collecte avec les familles. Il y a également des jeunes qu'on appelle ZTT, autrement des jeunes de transit également. Il y a le transport ou le transfert jusqu'à la décharge. Bien évidemment, il faut noter que la décharge des minières est surchargée, mais nous sommes en train de voir avec l'État comment il faut encore mettre d'autres zones de décharge. C'est pourquoi vous entendrez, n'est-ce pas, par des différents techniciens, on parle de la zone de décharge de Jacopé. Mais certes, il y a des éléments également qu'il faut essayer de trouver la solution rapidement. C'est pourquoi M. le Premier ministre a instruit le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat de trouver les moyens pour que cette zone ou ces sites soient complètement libérés pour pouvoir créer d'autres zones d'avancement. L'assainissement de la ville de Conakry reste une des priorités du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Au terme de ce conclave, le président du comité interministériel pour la professionnalisation de la gestion des déchets solides a invité les acteurs au respect de cette instruction présidentielle. Comme annoncé dans les titres, c'est officiel, l'accréditation de l'ambassadeur de la Guinée en France auprès du prince Albert II de Monaco. Sékou-Sil a récemment présenté ses lettres de créance au souverain de la principauté. Juste après cette cérémonie, le diplomate guinéen a rencontré des investisseurs monégasques au cours d'un forum économique sur la Guinée. Les images de Mohamed Souma sont commentées par Amadou Touré. La principauté de Monaco est un État souverain et indépendant situé sur la côte nord de la mer Méditerranée. Et c'est ce petit État par la superficie enclavé sur la partie terrestre par la France qui s'ouvre diplomatiquement à la Guinée à travers cette présentation des lettres de créance de l'ambassadeur de la Guinée en France, Sékou-Sil, au prince Albert II de Monaco. Au cours de cet échange, qu'il faut qualifier d'historique, car c'est la première fois dans les années de la diplomatie guinéenne qu'un ambassadeur est accrédité à Monaco. Une situation qu'il faut justement mettre au crédit de la dynamique de notre diplomatie.
sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Tout juste après cette cérémonie, l'ambassadeur Sekoun Sylla a rencontré ce groupe d'investisseurs de la principauté. Avec eux, le diplomate guinéen a présenté le potentiel naturel, minier et agricole et autres domaines d'investissement en Guinée aux représentants d'une trentaine d'entreprises. Le programme Simandou, il s'agit d'un programme de développement socio-économique durable et responsable de tout le pays pour les 15 prochaines années. Il prend en compte toutes les aspirations du peuple en termes de développement durable et responsable. C'est un programme solide, un point vers la prospérité. Cette offensive diplomatique avec cet État capital de la Formule 1 était une nécessité et va permettre à coup sûr, selon les initiateurs, de promouvoir le potentiel économique de la Guinée dans le cadre d'une coopération mutuellement avantageuse. En région Anzérékoré, nous allons à la rencontre d'une dame qui se démarque par sa bravoure dans le domaine de la santé maternelle. Elle se distingue par le travail bien accompli. Dr Nanfadima Diawara est chirurgien gynécologue obstétrique. Dr Nanfadima multiplie les exploits depuis plusieurs années, ce qui lui a valu le poste de la première responsable de la maternité de l'hôpital régional. Elle est mariée et mère de 6 enfants. Mais comment allie-t-elle profession et vie de foyer? C'est le reportage grand format de cette édition. Il est signé de notre équipe basée dans la région. Mohamed Salioupaï, Lansé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Dans la capitale forestière Nzérékoré, le service de maternité gynéco-obstétrique fait office de référence depuis plusieurs années, enregistrant 400 à 450 accouchements en moyenne par mois, dont plus d'une centaine par césarienne. Ce élan de dynamisme est porté en premier lieu par la chef de service, Dr Nanfadima Diawara. Chirurgienne gynéco-obstétrique de son état, elle est experte aujourd'hui dans l'art de sauver des vies. Dans le mois, on peut aller de 350 à 400 accouchements par mois, y compris les césariennes, dont 150 césariennes par mois. Et les interventions en moyenne, on peut faire 30 par mois, qui ne sont pas césariennes, 30 ou plus même. Galvanisé par la dotation en kit d'accouchement et de césarienne, le service de maternité de l'hôpital régional de Nzérékoré peut se féliciter de la gouvernance CNRD. On a ici un magasin spécial pour les kits d'accouchement et les kits de césarienne. Et tout est gratuit. Ça vient gratuitement et chaque fois qu'il y a un DNC qui est posé de césarienne, en 5 minutes, la femme est déjà installée. Le magasin est entre la salle d'accouchement et le bloc et juste il y a quelques 2 mètres entre les salles. Ça a beaucoup diminué le nombre de décès maternels parce qu'il y avait les retards dans les prises en charge à cause de beaucoup de manquements. Mais grâce vraiment à leur initiative, ça a beaucoup diminué. Et nous, médecins qui sommes là en train de travailler, on travaille dans les bonnes conditions parce que quand tous les kits sont complets, le médecin travaille facilement. L'autre aspect affirmant le leadership de cette Amazone est la prise en charge des patientes souffrant d'autres pathologies. Les cas qui viennent où il faut l'intervention d'autres services, c'est ça l'interconsultation. Donc, tels que des cas de femmes qui viennent diabétiques, qu'on doit césariser ou on doit intervenir. Donc, on travaille très bien avec les autres services. On appelle le service de diabétologie, par exemple. Ils viennent, on gère ensemble. Attisant les convoitises de toutes les préfectures de la région forestière et même de quelques villes de la Haute-Guinée, Dr Nanfadima fait aujourd'hui honneur à sa hiérarchie et elle est considérée par ses collaborateurs comme un modèle de femme résiliente. Les résultats sont là. Elle a un sens d'organisation de son service, il faut le dire. Le service de maternité est très bien organisé par Dr Nanfadima. Nous lui souhaitons bonne chance parce que elle est en train de montrer qu'elle est patriote, elle aime ce pays et nous sommes prêts à l'accompagner dans tout ce qu'elle est en train de faire. Parce qu'elle incarne vraiment ma fierté. C'est une femme, il faut la saluer. Quand les gens viennent, vous connaissez les localités, donc d'autres viennent, ils n'ont rien. Mais elle se donne tout le temps, même si elle se déplace, elle va à la direction alentour, on leur donne des médicaments. Et on fait la prise en charge. Et c'est le conseil là aussi, elle donne à tout le monde. En guise de reconnaissance de ses bienfaits, Dr Nanfadima reçoit régulièrement des présents de ses collaborateurs et de ses patientes. J'ai fait une GU, une grossesse utérine, et c'est elle-même qui a fait l'intervention. Après ça, elle a continué avec le traitement. Et après ça, à l'hôpital, les gens disaient que je ne l'ai plus fait d'enfant. Elle me dit non. L'être humain va parler, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Et c'est comme ça, elle a fait son traitement. Mais j'ai fait un premier garçon, c'est lui qui est là, nom de Samoussa.
Après aussi 5 ans, je suis tombée aussi en état aussi. Et puis j'ai fait une fille. Et le jour même, je suis allée à l'hôpital, je ne me portais même pas bien. Arrivé, elle me dit, ah madame, est-ce qu'on parle aujourd'hui de césarisation? Il dit, mais madame, il n'y a personne informé. Non. Il dit, mais je n'ai rien envoyé ici. Il me dit, non, t'inquiète, il me dit déjà, la césarienne est gratuite. Donc le reste, là, je m'en charge. Et c'est comme ça, j'ai été césarisée. J'ai eu cette petite magnifique fille. Coup du sort ou du hasard, notre héroïne n'avait jamais voulu être médecin. Devenir pilote, à l'image de Binta Diallo ou travailler dans les mines, étaient les aspirations du Dr Namfadima. Poussée vers la médecine par son père, elle trouve sa motivation dans le décès de sa sœur cadette lors d'un accouchement. Aujourd'hui plongée dans le firmament des sciences de la santé, la chef du service maternité de l'hôpital régional de Zérékoré dédie le reste de sa vie aux femmes en état de famille. Le 7 avril de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de la santé. Cette année, l'accent est mis sur la santé maternelle et néonatale. Pendant ce temps, la Guinée a reçu des avancées dans la protection de la mère et de l'enfant. Le ministre de la Santé, le représentant de l'OMS ont fait des déclarations. Elles sont commentées par Tcherno Maroufba. Cette année, la journée mondiale de la santé, qui coïncide avec la date anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé, a mis un accent sur la responsabilité collective afin de mettre fin au décès maternel et néonatal. Malgré les progrès réalisés ces dernières décennies, la mortalité maternelle et néonatale demeure un défi. Selon l'OMS, plus de 300 000 femmes meurent chaque année dans le monde des suites d'une grossesse ou d'un accouchement. Dans notre région, 20 mères et 120 nouveau-nés meurent chaque heure, soit un total de 178 000 décès maternels et 1 million de décès néonatals chaque année. Toutes les 7 secondes, quelque part dans le monde, survient un décès évitable de femmes ou d'enfants. Ce ne sont pas que des chiffres. Ils représentent des vies réelles perdues, des familles brisées et des avenirs brisés. En Guinée, la question centrale de la célébration de la Journée mondiale de la santé, qui consiste à protéger la vie de la mère et celle de l'enfant, est inscrite parmi les priorités. Plusieurs réformes sont menées dans le pays afin de réduire la mortalité maternelle et infantile. Grâce aux réformes mises en place depuis l'avènement du CNRD sous le leadership du président de la République, chef de l'État, son Excellence général Mamadi Doumbouya, des progrès notables ont été réalisés pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile, surtout en zone rurale. Ceci à travers mesures telles que l'amélioration de l'accès aux soins, la gratuité de la consultation prénatale, de l'accouchement par voie basse ou par césarienne, et la formation continue des prestataires de soins. Pour maintenir ces caps de réforme, l'État guinéen, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, s'inscrit dans une nouvelle dynamique, celle d'offrir davantage de meilleures conditions de santé à la population. Espace Santé encore, un important lot d'équipements biomédicaux pour améliorer la qualité des soins offerts à la population. Ces équipements sont destinés à l'hôpital préfectoral de Loula, une dotation du gouvernement guinéen à travers la Banque islamique de développement. Explication, Mohamed Salioupaï, Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Ce don de 3 conteneurs d'équipements biomédicaux est une initiative du gouvernement guinéen financée par la Banque islamique de développement BID. Elle vise à doter les établissements hospitaliers du pays d'équipements de pointe. À travers ce projet, les autorités entendent améliorer significativement les services de santé et réduire les évacuations sanitaires tout en garantissant l'accès équitable à des soins de qualité aux populations. L'hôpital là a été construit il y a de cela 10 ans. 10 ans sans équipement. On n'avait pas la radio. On n'avait pas l'écho. Tout ce qui est imagerie, l'hôpital de Doula ne disposait pas ça. On référait beaucoup de malades à l'hôpital régional. Aujourd'hui, si Dieu a fait que vraiment l'hôpital de Lola a eu ses équipements de la dernière génération, je dirais Dieu merci. Cela prouve à suffisance dans la démarche de la politique de refondation en cours, leur volonté
d'améliorer le cadre de vie de la population guinéenne en général et celle de la préfecture de Lola en particulier. Ces équipements composés d'appareils d'imagerie médicale, de dispositifs de monitoring, d'outils indispensables à la prise en charge des urgences ainsi que des pathologies complexes sont mis à la disposition de l'hôpital préfectoral de Lola par les autorités de la région sanitaire de Zérékoré. Au responsable régional de maintenance de créer une base où on va loger tous ces équipements et à chaque fois qu'on doit passer à l'hôpital ici, nous allons venir vérifier effectivement si les équipements là sont là et si on est en train de les utiliser correctement. Grâce à cet appui, l'hôpital préfectoral de Lola devrait renforcer ainsi l'offre de soins et répondre plus efficacement aux besoins croissants de la population. Dans l'actualité également, en plus de la récente signature de partenariat avec le groupe Natafima, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a scellé un nouvel accord avec la structure TechPro, principale piste de collaboration à explorer le transfert de compétences, le renforcement de la mécanisation en appuyant la maintenance dans les centres de prestations agricoles. Les détails avec Fodé Camara. Par cette série de signatures de mémorandums d'entente, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage tend la main au groupe TechPro, un groupe basé en France et évoluant dans beaucoup de pays africains. Nous avons mené à peu près des opérations de 200 millions d'euros en Afrique de l'Ouest francophone depuis une quinzaine d'années environ, en partie au Sénégal, mais pas que. C'est toute une chaîne de production qui fait qu'on passe d'une agriculture vivrière à une agro-industrie. Donc notre rôle, nous, c'est de procéder à cette transformation, premièrement. Deuxièmement aussi, c'est de transférer des compétences que nous avons par le biais de différents partenariats que nous avons au niveau international. Nous allons apporter au pays l'expertise qui lui manque pour faire ce transfert. Donc c'est tout un travail qui va durer plusieurs années probablement d'accompagnement, de transfert de compétences, de fourniture de matériel et de services après-vente pour que les investissements consentis par le pays au titre de ce plan de mécanisation soient profitables et surtout durables. Après le groupe Netafim, l'enjeu de cet autre protocole d'entente est de moderniser l'agriculture par le renforcement du segment de l'irrigation. Autre piste de partenariat, la fourniture de matériel agricole et la mise en place des solutions intégrées couvrant chaque étape du processus agricole. Il était donc important au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage que nous puissions trouver un partenaire qui va justement nous aider dans la partie mécanisation, modernisation de notre agriculture, réduire la pénibilité, mais surtout faire en sorte que nous ayons plus de production, donc une grande productivité au niveau de nos paysans, un peu partout, en tenant compte bien sûr des réalités de notre terrain, des réalités de nos terres. Ce protocole d'accord va aussi prévoir le volet transfert de compétences et autres dispositions devant professionnaliser les centres de prestations agricoles installés dans les zones de production. Ceci pour accompagner de façon rapprochée les petits exploitants agricoles. Sécurité privée, les innovations se poursuivent. Un accent est mis sur la consolidation des aptitudes des acteurs intervenant dans le domaine. C'est déjà la 9e session de renforcement de capacité au bénéfice des aspirants et dirigeants d'entreprises de sécurité privée. Plusieurs thématiques ont été débattues. Abdul Karim Kamara. Suivant de réformes, le savoir-faire dans le domaine de la sécurité privée est de plus en plus qualifié en Guinée. Depuis plus de 2 ans, l'Office de régulation des agences de sécurité et de la protection civile porte un regard soutenu sur le renforcement des compétences. Dans le cadre de la consolidation de leurs aptitudes, aspirants et dirigeants d'entreprises de sécurité privée se retrouvent pour la 9e fois. Ce qui est surtout à encourager au niveau de cette nouvelle direction, c'est surtout le fait qu'ils mettent les bases. Les bases, ils ne seront pas obligés de terminer tout ce travail parce que c'est un travail titanesque. Mais au moins, on doit commencer quelque part. Sans vous mentir, on ne fait qu'apprendre. Chaque jour, on a un plus. Il y a les fondamentaux de la sécurité privée dont on n'avait aucune idée. On a toujours quelque chose à apprendre. Cet élément de refondation porte sur des thématiques comme la coproductivité de la sécurité privée auprès de la sécurité publique, les dispositions utiles du code pénal, le code du travail ou encore le rôle et mission de l'inspection générale du travail. La qualité des hommes se pose avec acuité.
mais aussi de savoir les gérer au quotidien avec suffisamment de flexibilité et aussi de rigidité pour s'assurer que les objectifs sont atteints avec l'approche, avec la méthode qui s'y est. Créer une entreprise de sécurité privée, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est une entité, c'est une activité qui est réglementée par le décret 0544 depuis 2022. Et aujourd'hui, nous assistons à une professionnalisation sans précédent de l'activité, à l'image des autres pays du monde entier. Après cette étape, ces acteurs recevront une attestation qui démontre qu'ils sont aptes à diriger ce genre d'entreprise, plus un agrément dirigeant qui leur permettra d'exercer les activités de sécurité privée. Formation des formateurs sur le programme Simandou 2040. Les femmes sont à la fois initiatrices et cibles de cette démarche. Les opportunités en faveur de la couche féminine sont expliquées aux participantes. Des retombées sont annoncées pour leur plein épanouissement. Colonel Morikaba, il est correspondant de la police nationale. Elles sont venues des marchés, des ateliers, des bureaux et des quartiers pour mieux comprendre et soutenir les projets de développement initiés par le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Cet atelier de formation est organisé par le mouvement des femmes au cœur de la refondation Mofekor qui met un accent particulier sur Simandou 2040. Notre mouvement Les femmes au cœur de la refondation incarne pleinement la vision du président, le général Mamadi Doumbouya. Nous sommes résolument engagés pour l'accompagnement. La formation que nous entamons aujourd'hui marque une importante étape. Elle nous prépare à devenir des ambassadrices du développement. Les formatrices se sont succédées pour expliquer aux participantes la portée et les avantages du projet Simandou 2040. Ce projet ambitieux, initié par le CNRD et porté par le président Mamadi Doumbouya, offre aux femmes de nombreuses perspectives économiques et sociales. C'est quand même la première fois de voir un mouvement de soutien aux idéaux du CNRD dirigé par le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, de penser au renforcement des capacités de ses membres. Parce que c'est vrai qu'il faut soutenir, mais il faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on peut. Donc ils ont pour le moment commencé au renforcement des capacités pour pouvoir mettre tous les membres au même niveau d'information sur certains concepts. Il était question de présenter les valeurs et tous ces avantages, mais surtout de dire pourquoi le projet Simandou devrait être un avantage pour les femmes, mais également comment le programme peut servir aux femmes. À l'issue de la session, les participantes ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des modules dispensés. Elles se sont engagées à partager les connaissances acquises avec d'autres femmes de leur communauté. Religion dans Guinée, info première à Fouré-Caria. Les imams et prêtres des 10 sous-préfectures que compte la préfecture sont dotés de matériel roulant. Il s'agit des motos pour faciliter la mobilité des chefs religieux. Un geste de Moussa Mouissila, natif de la localité, ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Autorités et population de Moria étaient fortement mobilisées pour la circonstance. Bausman. Ces motos sont destinées aux imams des 10 sous-préfectures de Fouré-Caria ainsi que les responsables chrétiens de la localité. Un don pour faciliter la mobilité des chefs religieux. C'est un geste de Moussa Moïse Silla, ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, fils de Moria. Au nom du chef de l'État, au nom du général Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, je procède à la remise de ces motos aux imams des 10 sous-préfectures de Fouré-Caria, mais également aux représentants de nos frères de la communauté chrétienne de la préfecture de Fouré-Caria. Parce que le président de la République est le président de tous les Guinéens. Ceux qui ont une confession religieuse, ceux qui n'en ont pas, il est le chef de l'État, le père de la nation. Et donc, lorsque nous agissons en son nom, nous devons observer un certain recul
une certaine, je dirais, aptitude à rassembler tout le monde. La cérémonie de remise de ces engins roulants a suscité une forte mobilisation des autorités locales et les populations. Nous sommes très ravis. Et le fait que le président nous a donné un moyen de déplacement pour servir le pays, pour servir les musulmans. Ça, c'est la première fois, un grand pas pour nous. Il y a un grand espoir pour nous. Vraiment, nous sommes très contents. On ne peut pas, les mots nous manquent quoi. En plus des sentiments de satisfaction, ces religieux se disent disposés à multiplier les efforts pour davantage œuvrer en faveur de la paix et la cohésion sociale, condition sine qua non d'un développement harmonieux et durable. Enfin, page noire, le monde de la culture est en deuil avec la disparition d'Ahmed Bakayoko, icône de la musique africaine du Mali. Le musicien légendaire a tiré sa révérence vendredi dernier à Bamako. Il fut un maillon essentiel du duo Amadou et Mariam, des malvoyants au succès planétaire à travers leur œuvre musicale. Il a regagné sa dernière demeure ce dimanche dans la capitale malienne. Des hommages dignes de son rang lui ont été rendus par sa famille, ses amis et sympathisants. Abakar Diaby revient sur les temps forts de cette cérémonie. C'est encore une immense perte que la musique malienne et africaine vient de subir. Le chanteur Amadou Bakayoko a tiré sa révérence. Ce musicien légendaire non-voyant dans le duo Amadou et Mariam est décédé ce vendredi à Bamako à l'âge de 70 ans des suites d'une maladie. La nouvelle a secoué le monde entier tout en plongeant plus d'un dans la tristesse. Depuis l'annonce de sa disparition, de nombreuses condoléances continuent d'être adressées à sa famille, notamment à son épouse. Amadou et Mariam, tous deux musiciens aveugles, se sont rencontrés en 1976 à l'Institut des jeunes aveugles de Bamako. Depuis là, ce duo n'a pas cessé de se battre pour le rayonnement de la culture malienne. Après quelques années, le duo a connu un succès planétaire en 2004 à travers le titre Un dimanche à Bamako. Plusieurs exploits sont à l'actif d'Amadou et Mariam. Le couple avait même réussi d'introduire une chanson pour l'extinction définitive de la flamme paralympique clôturant les Jeux de Paris. Partout, leurs proches, sympathisants et fans en larmes sont affligés par ce décès et ne manquent point d'apporter des témoignages de compassion et de soutien à sa famille. Sa femme Mariam, avec qui il a eu 3 enfants, est plus que jamais inconsolable. Elle va désormais être seule dans le monde musical et dans la vie après plus d'1 million d'albums vendus et de nombreuses récompenses. À Bamako, l'atmosphère est plus que lourde que pudeur. Il sera plus question de revoir le couple particulier aveugle, Amadou et Mariam, sur scène, comme par le passé, pour mélanger la musique malienne et le rock avec les paroles en français, mais aussi en bambara. Personne ne veut la vivre. C'est tout pour ce 13h. Les infos reviennent à 17h et à 19h dans Guinée Actu. L'actualité se poursuit également sur le www.rtgguinée.info. À tout à l'heure, Inch'Allah.